Ok, super. Alors, du coup, je me présente. Je suis Gaël Bradshaw Rodriguez. Euh, je suis je regarde mes notes parce que je suis mauvais sinon. Je suis actuellement un développeur sans emploi. Euh, Au préalable, j'ai travaillé surtout dans les arts numériques, un petit peu de jeux vidéo, pas mal de trucs sociaux, artistiques, art expérimental, jeux vidéo expérimental, des choses comme ça. Euh, j'ai pas mal de mes projets qui ont été donc personnels ou commandités, qui ont été présentés à des événements, à des festivals, des choses comme ça. Et, et aujourd'hui, je suis un peu là pour parler de comment je me suis lancé là-dedans, comment le code créatif, enfin en tout cas comment je fonctionne avec le code créatif. J'ai pas commencé en Rust, aujourd'hui je le fais en Rust, et du coup comment j'ai adapté ma manière de travailler à Rust et comment j'ai adapté Rust à ma manière de travailler. Euh, La manière dont je suis rentré là-dedans, c'était via des game jams. D'ailleurs, j'ai fait une game jam à Epitech à l'époque où c'était à, à côté de Rio. Euh, J'organisais des game jams avec une asso à Montpellier. Et puis à partir de là, j'ai été pris les doigts dans la machine. Je suis parti tout droit. Je me suis retrouvé à Berlin à présenter des jeux qu'on avait fait en jam. J'ai commencé à rencontrer des gens par-ci par-là. Et, et voilà, j'ai pas fait exprès. Je suis tombé là-dedans, mais complètement par hasard. Mais bon, en même temps, je me suis laissé aller parce que je m'éclatais bien, je faisais des trucs que je trouvais cool, donc voilà. Là, ce qu'il y a derrière vous, c'est, enfin, ce qu'il y a derrière moi, c'est des trucs sur lesquels j'ai bossé. Certains qui ont été présentés, d'autres qui n'ont jamais quitté le disque dur de mon ordinateur. Donc là, par exemple, ouais, c'était une expérience en VR avec concept de signed distance fields. Donc c'est des fonctions. En gros, c'est une manière de représenter de la géométrie plutôt qu'avec des polygones. En fait, on représente tout par une fonction qui représente une distance entre un point et la surface la plus proche. Et en fait, il y a des manières si on écrit cette fonction-là, il y a des manières de les représenter à l'écran. Et ce qui est super cool, c'est que c'est une fonction, donc on peut faire des trucs simples comme, fonction, je prends de l'espace modulo une certaine distance, et comme la fonction modulo ça répète, soudainement j'ai un couloir infini. Là, c'est un peu la même chose. Il y a qu'un seul cube, répété à l'infini, parce que j'ai juste fait un modulo sur x, y et z. Donc il y a des trucs où je les ai fait parce que c'était un défi technique, il y a des trucs que je les ai fait parce que je me suis retrouvé inspiré à le faire d'une manière ou d'une autre. Des fois il y a de la logique, des fois il n'y en a pas du tout. Donc, pour me lancer dans tout ça, le premier langage que j'ai utilisé vraiment pour faire des jeux, des trucs artistiques en tout genre, c'était le Lua. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de Lua ici? Pas mal de gens, ok. Avec le framework Love 2D. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de Love 2D? Cool. Donc c'est comme ça que j'ai commencé moi, donc c'était en Lua avec Love 2D. Et j'avais un petit framework que j'appelais Diplodocus. C'était un peu le boxon. Parce que j'ai fait ça, genre j'étais encore à la fac, je savais pas trop ce que je faisais, mais je savais que j'avais des besoins quand j'allais à une game jam ou quand j'avais besoin de faire un petit projet ou des trucs comme ça. Ça a commencé avec à la fac, mais j'ai commencé à continuer à le développer pendant un temps après. Et j'avais des besoins particuliers qui revenaient tout le temps, et je me suis dit bon, je vais faire des trucs qui m'aident pour ça, sans du tout connaître la science et les mathématiques qui vont derrière. Dans Diplodocus, il y a 5 trucs. Event et Query, ils sont pas du tout finis, et je crois que je les ai même pas ici. Useful, Thing et Vector sont devenus super utiles. Vector, c'est tout simplement des points deux dimensionnels. Je peux additionner deux, parce que sinon je suis obligé à chaque fois de faire x plus x et puis y plus y, donc du coup j'ai tout mis ça dans Vector. C'est aussi simple que ça. Useful, c'est juste plein d'utilités. C'est vraiment juste plein de fonctions en tas, mais c'est des fonctions que je réutilise souvent. Donc par exemple, nRandom, c'est une fonction aléatoire, mais avec une distribution normale. Donc c'est-à-dire plutôt que d'être entre 1 enfin entre 0 et 1 par exemple, c'est une sorte de courbe qui part de 0 et qui descend joliment. C'est super pratique pour faire des trucs qui ont l'air plus naturels. Donc là c'est juste plein de trucs comme ça. Et puis ensuite il y a Thing. Et donc on voit ici, j'ai le mot collect d'ici et ça devrait vous dire quelque chose. À l'époque je ne connaissais pas le concept de collection. Mais c'est
un système simple pour des objets collectés ensemble. Et donc du coup, le besoin que j'avais, c'était dans les jeux, on a souvent plein de choses. Donc on va avoir plein de particules, on va avoir plein de personnages, on va avoir plein de munitions qui sont en train de voler dans l'air. On a des choses. Et toutes ces choses font la même chose entre elles, mais elles ont chacune leur propre propriété. Et j'ai pas envie de à chaque fois, dans ma fonction de update, écrire pour tous les ennemis, faire enemy update. Pour tous les balles, faire balle.update. Donc à la place, j'avais un truc qui me permettait de faire, par exemple, monkey, si j'avais écrit un truc qui s'appelait monkey, faire monkey ma do thing. Et du coup, ça appelait la fonction do thing sur tous les monkeys. On est en Lua, il n'y a absolument aucune vérification que les monkeys ont bien une fonction do thing. On est en YOLO total ici, hein. C'est vraiment genre complet. Le Lua, c'est un langage qui est en compétition avec le JavaScript pour être le plus absurde possible. C'est-à-dire que sur certains plans, c'est beaucoup plus simple que le JavaScript. Par exemple, les valeurs booléennes, il y a seulement la valeur false et la valeur nil qui évalue à faux. Tout le reste, c'est vrai. On n'a pas des trucs bizarres avec plusieurs types d'inégalités ou des choses comme ça. Ça, Lua fait très bien. En revanche, le Lua n'en a rien à foutre de ce que tu fais avec. Tu peux redéfinir des éléments même du langage à l'intérieur du langage pour les faire fonctionner autrement. C'est possible de commencer un script Lua avec un truc qui modifie des fonctionnements et puis ensuite se retrouver à écrire littéralement du JavaScript derrière. Et comme l'interpréteur Lua, tu l'as réécrit en live, ben maintenant il est en train de exécuter du code JavaScript. C'est vraiment particulier. Du coup, j'avais ce truc-là, et une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, c'est parce que sur le Discord de Rust in Lille, j'avais présenté un projet que j'ai fait récemment en Rust. Du coup, pour ce talk, j'ai refait une version toute petite en Lua, donc le fameux Sparkle, que je vais montrer vite fait ici. Donc voici la version Love2D en Lua. Donc ça, c'est un algorithme de vie artificielle qui s'appelle Particle Life. Le concept est assez simple. On a des particules, et toutes les particules appartiennent à une famille. Donc il y a autant de familles, enfin il y a plusieurs familles. Ici, je crois que j'en ai mis 4 par défaut, mais on peut en mettre d'autres si vous voulez. Et ici, je les ai initialisées aléatoirement. Et donc en fait, les familles ont des règles simples. Chaque famille a un rapport à chaque autre famille et aussi à sa propre famille. Et là, le rapport, c'est à une certaine distance, qui peut être courte ou longue, je vais vouloir m'approcher ou m'éloigner. Donc, si une famille a, si la famille A pour la famille B a la distance 50 et la force plus 10, ben ça veut dire que s'il y a une particule de la famille B à une distance de 50, je vais avancer à cette vitesse, je vais avoir une force de 10, c'est ça? Dans cette direction. Et plus je m'approche, plus cette force va baisser, et plus je m'éloigne, cette force va baisser. Donc à 100, elle est à 0, et à 0, elle est à 0 aussi. Et puis après, il y a aussi une toute petite force quand on est vraiment trop près, juste pour qu'elle rebondisse. C'est pour ça que les particules se retrouvent pas les unes sur les autres, elles rebondissent un peu les unes sur les autres. Et ça mène à des comportements intéressants. En général, il faut un peu plus de particules que ça. Je vais voir si je peux en mettre plus sans trop faire ramer l'ordinateur. Ça va être dans mon dans mon game.lua. Et donc je l'ai fait comme à l'époque, un peu à l'arrache. Et aussi, ici on va avoir un désavantage d'un langage interprété par rapport à Rust. Je change le code, et ça tourne immédiatement. Il n'y a pas de temps de compilation, c'est fait. Et donc à l'époque, Ici j'ai fait aucune optimisation. On est sur un seul thread, j'ai pas utilisé des cadetteries ou des trucs comme ça. Donc voilà, de 600 à 600 on était à 60 fps, à 1000 on est à 20 fps et on n'y arrive plus. Mais donc voilà, donc le gros avantage de Lua, et c'était ce qui m'avait conquis à l'époque, parce que en cours on faisait du Java, on faisait du C++, et je voyais comment c'était très utile pour les grandes entreprises, mais pour moi qui avais envie de faire des petits trucs bidouillés sur mon ordinateur, ça m'allait pas trop. Le Lua c'était vachement plus cool, j'écrivais mon code, ça s'exécutait, je pouvais faire des trucs vraiment chouettes. Je regarde vite fait un petit peu où j'en suis. Ouais, ok. Donc, ça c'était mon process en Lua.
Je vais essayer de retrouver le code où on était. Et ah oui, c'est pas moi qui ai fait GameState, ça c'était vraiment cool. Et d'ailleurs, du coup, ça permet de parler un petit peu d'état, parce que justement, il y a de ça. Je vais parler de 2 trucs qui sont vachement importants. Et c'est la grande leçon que j'ai appris à l'époque, qu'on a essayé de me faire désapprendre, et que maintenant je suis en mode genre non, mais c'est ça la vérité. Les jeux, c'est 3 choses. Et Log2D a très bien compris cette chose-là, même si elle n'est pas très explicite sur la troisième. La première, c'est une boucle de mise à jour. C'est-à-dire que on a des frames qui s'exécutent les unes après les autres, et à chaque frame, on veut faire quelque chose. Calculer les IA, calculer la physique, calculer les inputs du joueur, décider qu'est-ce que ça fait, et on continue. Et la deuxième chose, c'est afficher tout ça à l'écran. Donc ici, je vais appeler ça un draw, on peut appeler ça un render, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais en tout cas, on fait des updates, mais on fait des draws. On a peut-être plein d'autres fonctions aussi, comme réagir à un button press, ou des choses comme ça. Quelque part, je l'ai mis un peu dans l'update, parce qu'en général, ma manière de faire, c'est je réagis à tous ces trucs-là, et à moins que ce soit un truc réagir maintenant, c'est-à-dire genre quitter l'application ou quelque chose comme ça, je le mets dans quelque chose pour que dans l'update, on puisse le traiter. Et puis le draw, on est obligé de dessiner ce qu'on veut. Donc tout ça, j'ai ici dans mon game.lua. Quelqu'un a fait un truc qui s'appelle GameState, donc les gens qui utilisent Log2D, je crois que ce GameState.lua existe encore, quelque part. Copyright 2013, voilà. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est simplement tous les callbacks de Log2D, il les met dans un truc qui s'appelle un GameState, et en fait, ce GameState te permet d'avoir plusieurs programmes Log2D en parallèle et décider de switcher de l'un à l'autre. Ici, tout ce que je fais, c'est dans mon main, je récupère mon GameState game, et puis ensuite je switch sur game. C'est tout ce que je fais. Mais dans un jeu plus compliqué, on pourrait faire switch sur splash screen, et puis à la fin de l'animation splash screen, ça va faire switch sur main menu, et puis sur main menu, en fonction de ce sur quoi on appuie, ça va nous amener vers le jeu, ou ça va nous amener sur autre chose. On peut faire ça dans plein de GameState différents. Ah oui, je parle de la troisième chose, justement, c'était l'état. Alors ça, c'est des GameState, mais du coup, les updates et les draws, ils sont en train de update un état, et ils sont en train de dessiner un état. On peut écrire un jeu en mode pur fonctionnel, si on veut, mais ce qu'on est en train de faire quand on écrit un jeu en mode pur fonctionnel, c'est on écrit une grande fonction qui va prendre un état, et qui va sortir un état. On peut écrire un jeu en mode distribué avec plein de petites fonctions qui s'appellent les unes et les autres, version orientée objet, Smalltalk ou un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on est en train de faire ça? En fait, on a un gros système d'état, et ce système d'état décide de se mettre à jour en envoyant des messages d'un côté et de l'autre. Log2D, lui, il dit, je t'ai donné une fonction update, je t'ai donné une fonction draw, update ton état, puis dessine cet état à l'écran. Et donc voici ce que j'ai ici. J'ai ma fonction update. J'ai un petit truc de catch-up, ça c'est pour essayer d'avoir une framerate fixe. C'est une petite technique pour avoir de la physique qui est plus propre. C'est-à-dire qu'on fixe le time state de la physique. J'expliquerai plus tard s'il faut. Mais en tout cas, ce que je suis en train de faire, c'est je suis en train d'update toutes les familles. J'update la vélocité de toutes mes particules et j'update la position de toutes mes particules. Ça aussi, c'est un autre petit trick. Si vous avez plein d'objets qui réagissent par rapport aux autres objets, updatez d'abord la décision, et puis ensuite updatez l'effet de la décision. Parce que si vous avez plein de particules qui doivent rebondir les unes sur les autres, si celle-ci, elle est trop proche de cette particule-là et décide de rebondir et part ici, maintenant celle-ci ne rebondit pas parce que l'autre s'est déjà éloigné. Donc du coup, si vous updatez d'abord les vélocités, cette particule est trop près, je vais aller par là, cette particule est trop vite, je vais aller par là, et puis maintenant vous updatez la position, et tout réagit correctement. Il n'y a pas la particule qui est en premier dans la liste qui réagit plus fortement que la particule qui est en dernier. Donc c'est pour ça que je fais update de vélocité, update de position. Sur la vélocité, il n'y a rien qui bouge, donc ça n'a aucun effet sur l'effet des autres particules. Juste les particules regardent où sont les autres, décident d'updater leur vélocité, puis on arrive à la position, on bouge. Donc j'ai mon état c'est mes familles, mes particules, que j'update. Et puis ensuite le dessin, à peu près la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'avais mis un truc rouge quand j'étais en catch-up parce que ça m'embêtait. Je voulais savoir si c'était le cas. Mais la partie importante, Sparkle Map Draw. Donc avant c'est j'affiche mon FPS, je fais quelques bidouillages, je sais pas trop pourquoi, je m'en rappelle plus maintenant. Mais la partie importante, ah oui c'est ça, c'est pour le scale, si je rescale la fenêtre, ça a la bonne taille. Mais la partie importante c'est je dessine
les particules. Et donc c'était ce fameux truc-là que je voulais, plutôt qu'à chaque fois dire je veux dessiner tous mes trucs. Mais tout premier jeu, ce que je faisais, c'est que j'avais tout dans le main, et j'avais ici dans le draw, j'aurais fait pour toutes les particules qui sont dans le machin, set la couleur à la couleur de la particule, puis dessine un cercle à cet endroit-là. J'avais toute la description. Donc ici, ma fonction draw était absolument énorme. Techniquement, ça revient à la même chose, c'est juste que là, j'ai dans une fonction. Donc la leçon que j'avais appris à l'époque, c'est que avoir des primitives qui me permettaient facilement ce que je disais, ping.lua, qui me permettaient de gérer des collections d'objets. Ça, c'était vraiment le truc le plus puissant. C'était super utile. Et donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble ici dans sparkle.lua. Donc, voilà. Donc, je dis, les familles, c'est un diplodocus string. Diplodocus, c'est juste le nom de mon framework. Famille, c'est un diplodocus string. Je peux générer ça, c'est une fonction qui est juste relatif aux familles, mais techniquement, ça pourrait être une fonction nue. Il n'y a pas besoin forcément que ça fasse partie de famille. Je l'ai juste mis dedans pour savoir que ça fait partie de famille. La partie importante, c'est cela, les fonctions que je mets dans MT. Et en gros, ça revient un peu à des méthodes. Donc, petit peu de Lua. 2 points, ça veut dire que cette fonction, elle passe l'objet qui a appelé la fonction en paramètre ici, sous le nom de self. Donc ça, c'est entièrement équivalent à écrire... Oups. C'est pas mon clavier habituel. Qu'écrire ça. C'est vraiment la même chose. Donc là, j'appelle la fonction generate et je passe self en paramètre. Et sinon, je mets 2 points ici et ça veut dire je passe self. Et puis pareil, quand on appelle la fonction, donc ici à la fin de generate, j'appelle update. J'ai mis un petit 2 points update. J'aurais pu faire point self. Voilà, c'est entièrement la même chose. Le Lua, c'est pas un langage qui a vraiment le concept de classe baké dedans. Il y a juste un peu de sucre syntaxique pour faire semblant qu'on a des classes. Et donc du coup, avec ça, ça me permet facilement maintenant d'avoir mes petits updates de famille. Et donc là, comme j'ai défini ce 2 points update ici, dans le MT qui est la métatable, c'est Lua qui fait des trucs Lua. Ça me permet du coup ici d'appeler ma fonction, je l'avais où? Dans mes game.lua, d'appeler cette fonction map update. Et en fait, Diplodocus s'occupe, quand je fais ça, de regarder est-ce que dans la métatable des familles, il y a une fonction update, et si oui, je l'appelle en passant ça comme paramètre. Et j'appelle ça sur tous les éléments de la famille. Enfin, de tous les objets qui sont dans la famille. Et un autre truc que je faisais, c'est justement du coup alors ça, c'est un peu dégueulasse. Et j'ai appris à mieux faire, maintenant. Dans mon enter, vous voyez, je fais family generate 4. Donc je dis voilà, je veux 4 familles. Je les ai pas stockées dans quelque chose. J'ai pas fait families égale family generate 4 pour avoir 4 familles. Je les ai juste générées. Et puis ensuite, j'ai dit, et crée-moi 600 particules. Je les ai pas stockées dans une collection non plus. En fait, la collection, c'est dans sparkle.all. Je les ai tous là-dedans. Et comme ça, moi, j'ai pas besoin de gérer le fait que j'ai une collection de particules. Alors, ça marche ici, parce que je sais que je n'ai qu'une seule collection de particules, et je n'ai qu'une seule collection de familles. Tout va bien. Ça se pète la gueule dès qu'on veut avoir, par exemple, 2 collections de particules, et par exemple, avoir ceux-là qui agissent ici, et ceux-là qui agissent là, et updater uniquement ceux-là. Ça, on peut pas faire. Il y a tout qui est là-dedans. Ouais, c'est un peu dégueu. Mais l'avantage, ici, et la raison pour laquelle j'avais créé comme ça à l'époque, c'est qu'en général, j'avais pas besoin de stocker j'avais toujours besoin de stocker mes particules dans une collection, et je m'en foutais où elle était. Et si j'avais plus besoin de mes particules, par exemple dans mon livre, ben voilà, je le fais. Je remplace famille.all par la table vide, et sparkle.all par la table vide. Littéralement, hop, je vais scroller pour qu'on le voit ici. Voilà, je le remplace simplement, genre, je prends tous la table des familles, table vide, la table des sparkles, table vide, il y en a plus. Donc maintenant, si on fait sparkle map update,
Ça update plus rien, ça va, c'est pas grave. Ça marche bien parce qu'on est dans un langage garbage collecté. Rust, je pense pas qu'il t'autorise à faire ça. Non, je crois qu'il râle un petit peu là. Ok. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que le Lua te donne une flexibilité énorme, et ça m'a donné la flexibilité de, étant un étudiant, et puis ensuite, mes tout premiers débuts de programmation par-ci par-là, je pouvais faire des trucs de ouf, sans savoir grand-chose, et faire des trucs qui se rapprochent de, en vrai, la vraie solution, qui est d'avoir une collection sur laquelle on peut appeler une méthode, enfin... je l'avais appelé map parce que j'avais un pote qui dit c'est un map ça, parce que moi je crois que j'avais appelé genre do all ou un truc comme ça, fait pour tous, j'avais créé une fonction pour ça, et il m'a dit mais c'est un map ça, t'es en train de mapper une fonction. Du coup je l'ai appelé map et je me sentais intelligent que je l'avais fait. Mais en tout cas l'intérêt c'est ça, je pouvais mapper une fonction sur tous. Alors c'est vrai que normalement on devrait plutôt faire un truc du genre family map, alors déjà genre family, je sais pas, collection, ou un truc comme ça, et ce serait map avec, ici je passe une fonction, je sais pas si on peut faire des fonctions anonymes dans le Lua, je crois qu'il faut carrément juste écrire une fonction, comme ça. Mais voilà, j'aurais dû faire un truc dans le genre comme ça, pour faire un vrai map, mais moi non, je crée la fonction directement dedans. Ça marche plutôt bien. Donc l'avantage, je pouvais faire des trucs vraiment de manière très très flexible, et ça m'a super bien servi, genre je faisais des game jams, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une game jam ici, ou est-ce que j'explique? Ok. La plupart des game jams, c'est 48 heures. Moi, au bout d'un an de faire des game jams, je participais à une jam qui s'appelle la Zero Hour Game Jam, qui se passe entre 2h du matin et 2h du matin quand il y a le changement horaire. Donc en fait, comme ça, on peut dire qu'on a fait un jeu en 0 heure. Et avec ces outils-là, je crachais un jeu en 1 heure et c'était bon, c'était fait quoi, 0 heure techniquement. Le côté un peu mauvais, et ça je pense que les gens qui aiment Rust ou les gens qui sont intéressés par Rust, ils sont sensibles, c'est le bordel ce truc. Je créais des bugs plus vite que je créais des jeux, et c'est seulement parce qu'il n'y a pas de temps de compilation que j'étais capable de les réparer aussi plus vite que ce que je créais les bugs. J'ai des projets en Lua qui m'ont pris genre plusieurs mois. À la fin du projet, je ne touchais pas à des éléments entiers du projet parce que je me rappelle pas ce que j'avais fait. Et si je touchais à un truc, il se passait des choses. Mais vraiment bizarre. Donc, ça c'était un problème. Avec tous ces jams et ces trucs comme ça, je me suis retrouvé recruté dans une boîte qui faisait des jeux pour de la rééducation physique. Donc on travaillait avec des kinés et on travaillait avec des appareils de captation de mouvement, genre Kinect, WeMove, Leapmotion, des choses comme ça. Et on faisait des jeux qui étaient à destination de rééducation kiné. Et on les faisait avec Unity 3D. Tout le monde connaît Unity. Tout le monde connaît C# du coup. En tout cas, c'est ce que c'est. C'est Java, Microsoft, TM. Et en vrai, je pense que j'ai eu à ce moment-là l'éveil que des gens ont aujourd'hui quand ils voient Rust pour la première fois, c'est genre waouh, ah ouais, il me dit quand je n'utilise pas le bon type, ah c'est cool ça. Oh, il y a un système d'exception, c'est-à-dire que genre quand il y a une erreur, je peux récupérer l'erreur et réagir en fonction de l'erreur. Si je pense bien à catch, mais je peux faire ça. Oh, c'est génial. Et vraiment genre pour moi c'était un éveil. Alors j'aurais dû apprendre ça avec Java et C++. J'étais un cancre. J'étais un peu allergique au cours, donc j'apprenais ce qui m'intéressait, j'apprenais pas ce qui m'intéressait pas. Donc là, avec C#, j'apprenais j'apprenais comment faire les choses correctement. Puis j'étais en entreprise aussi avec un lead dev qui était derrière moi en mode genre, non Gaël, tu peux pas faire ça. Et du coup, qui m'apprenait un peu à mieux faire les choses, et j'ai entendu raison. Ce que je vais faire, je vais continuer à faire tourner mes petites vidéos derrière pendant que je parle, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer là. Il y a des trucs qui sont faits avec Unity. Le truc qui avait avant c'était Unity. Ça c'est du web. Non, ça c'est de l'Op2D. Je m'en rappelle plus. Donc Unity permet de faire des trucs vraiment cool. Et j'aimais beaucoup le fait que ça en organise une scène. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de un objet, c'est un objet qui existe dans la scène 3D. Et donc tous les objets ont une transformation et tous les objets peuvent avoir des composants attachés à eux et tout ça. Et tout ça, c'était super intéressant.
et j'avais l'impression que c'était vraiment genre une bonne manière de structurer les choses. Et pendant longtemps, c'est comme ça que je bossais. J'avais même un début d'un truc qui permettait de coder en Love 2D, un peu comme on codait en C#, avec des objets qui avaient des composants attachés à eux, et quand je faisais update sur l'objet, ça updatait aussi les composants, genre vraiment, genre, je faisais ça bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un système de gestion de complexité. C'est-à-dire que une scène de jeu vidéo, c'est complexe. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a de l'herbe, il y a un niveau, il y a des NPC qui sont en train de courir dans tous les sens, et il y a des IA qui sont en train de chasser le joueur. Tous ces trucs-là sont en train de se passer. C'est extrêmement complexe. Et on a besoin d'un moyen de gérer cette complexité. On a besoin d'arriver à récupérer les choses qu'on veut, et uniquement ça, et connecter les choses entre eux. Et donc du coup, Unity donne des outils super intéressants là-dessus. Donc je peux faire par exemple un raycast, et là je peux choper je sais ce que le raycast a touché, et puis ensuite je peux se dire est-ce que cet objet a NPC, a le composant NPC. Alors si oui, alors à ce moment-là ce que je veux faire c'est je veux lui infliger 10 dégâts en appelant npc.takedamage 10 dégâts. Et on peut faire plein de trucs comme ça. Et donc par exemple les IA, souvent en Unity la manière dont on va les faire c'est qu'en fait ils vont faire un gros raycast devant eux. Et puis, s'ils voient des murs, ils vont tourner, et s'ils voient le joueur, ils vont viser le joueur, et des choses comme ça. Et en fait, ça paraît être la bonne manière de faire les choses, jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est avoir de l'état, c'est-à-dire, à un moment donné, mon jeu est dans un certain état, il y a peut-être des NPC, il y a peut-être des particules, il y a peut-être des choses qui se passent, et je vais vouloir updater cet état pour avoir l'état suivant. L'état suivant, ça peut être le NPC t'a repéré, cet ennemi a pris tant de dégâts, des choses comme ça. Et des fois, on a besoin de petits outils qui permettent de communiquer entre différents éléments de l'état, mais souvent, en fait, on est juste en train de remonter à la racine, et en train de demander à la racine, genre, tiens, est-ce que tu peux dispatcher cette information ailleurs, et je veux juste savoir où sont tous les NPC, je veux juste savoir ces trucs-là. Et du coup, en fait, ce que Unity fait, et ce que beaucoup de moteurs de jeu font, c'est créer... En fait, c'est obfusquer l'état. C'est-à-dire, eux, ils gèrent l'état pour toi. Toi, t'écris tes petites fonctions d'update, t'écris tes petites fonctions de réaction à ces choses-là, et nous, on gère l'état. Et en fait, j'ai remarqué que le gros de mon travail dans Unity, c'était d'essayer d'avoir accès à cet état pour faire ce que je voulais. Et je m'en rendais pas compte tout de suite. Et donc, en fait, ce que je me retrouvais à faire dans Unity, au moment où je me suis rendu compte de ça, c'était de ignorer les primitives de Unity, donc ignorer les GameObjects, ignorer les transforms, ignorer tous ces trucs-là. J'écrivais du code C# pur, qui implémente mon jeu. Je crois que j'ai des vidéos d'un projet que j'avais fait comme ça. Et ça avait super bien marché, justement, parce que ça marche pas avec Unity, ce boxon. Voilà, c'était Formula AGX. Je vais juste répéter en 1. Donc voilà, donc ça c'était un petit jeu de course. Donc c'est du Unity. Et en fait, j'avais besoin que ce soit déterministe. Donc je pouvais pas utiliser le moteur de physique d'Unity. Parce que l'idée c'était, en gros, on est en train de, c'est un jeu vous connaissez Wipeout, jeu de véhicule, c'est un jeu de course futuriste. Ça ressemble un peu à F0X aussi, des choses comme ça. C'est des sortes de véhicules anti-gravité qui vont super vite. Et en fait, je voulais voir si je pouvais faire une version tour par tour de ça. Et donc en fait ici, c'est une version de super prototype. Je suis en train de décider de la direction, et ici je décide de l'accélération. Et puis quand je fais go, ça avance. Et puis en fait là, j'ai les petites moustaches qui font la prédiction d'où je vais aller. Et puis donc voilà. Et donc voilà. Donc j'ai la prédiction de la prochaine seconde. Et puis ensuite les trucs roses, c'est la prédiction de la seconde suivante avec tourner complètement à gauche, tourner complètement à droite, accélérer, freiner. Ça, en utilisant uniquement les primitives Unity, c'est pas possible. Parce que si on utilise la physique, c'est pas déterministe. Et en plus, il faut que je reset mon item, mon objet au début, des choses comme ça. Donc, il y a tout un tas de trucs qui font que, en fait, ça c'est le gros boxon à faire dans Unity. Et en plus, si je veux que ce soit vérifiable, donc parce que le but c'était aussi que une fois que j'ai fini la course, je puisse envoyer à mes potes et dire, hey, j'ai réussi à battre cette course en 15 secondes. Est-ce que tu peux faire mieux? Et donc du coup, j'ai besoin de pouvoir resimuler la course. Et donc du coup, à partir simplement des inputs, pouvoir resimuler toute la course et vérifier que c'était correct. Donc j'avais besoin de faire ça entièrement en C#. Et ça m'a permis du coup d'avancer beaucoup plus vite et faire des choses beaucoup plus intéressantes. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'était j'avais un gros bout de code C#
où je faisais toute la simulation du jeu, et ce bout de code exportait, enfin, en gros disait à Unity, voici où tu peux mettre tes primitives à toi. Donc vas-y, crée un game object, et vas-y, mets-le là, et tu bouges comme ça. Et sauf que le jeu était entièrement simulé en C# pur, et Unity s'occupait pas du tout de la simulation. Et en fait, je me suis retrouvé à faire ça de plus en plus. Si on veut faire un jeu, mettons, on veut faire qu'on s'appelle un sliding block puzzle, une sorte de Candy Crush, un truc comme ça, Unity, il a envie que les choses soient placées dans une scène, mais avec des coordonnées. C'est des flottes en fait, c'est des vecteurs avec une position, des choses comme ça. Sauf que quand on joue à Candy Crush, cet item-là n'est pas à 15 cm de cet item-là, il est placé à la case suivante. Donc c'est des entiers. C'est un tableau avec des entiers dedans. Et en fait, l'animation des trucs qui se swipent entre eux, des choses comme ça, ça c'est ailleurs. En fait, le jeu lui-même, c'est juste un tableau avec où sont les différents objets et on a donné la commande de les switcher. Et donc du coup, on se retrouve en fait à faire l'état d'un côté et puis ensuite de demander à Unity de faire tout le reste. C'est comme ça que Blizzard ont bossé avec Hearthstone, par exemple. Si vous trouvez des vidéos du développement de Hearthstone, vous voyez les devs qui sont là entièrement dans Visual Studio. Ils font leur code, ils appuient pour lancer le test, et là ça ouvre Unity, ça peuple la scène Unity, et ça lance. Et puis après ils arrêtent, et ça ferme Unity, et ça rouvre Visual Studio. C'est-à-dire qu'en fait ils n'utilisent pas du tout Unity à part pour décider à quoi va ressembler un objet, faire les parties, genre un peu de mise en scène, mais en fait ils sont pas en train d'utiliser les primitives Unity pour tout le jeu, ils s'en servent uniquement pour afficher les choses à l'écran. Et en fait finalement on se rend compte que Unity, là où c'est le plus utile, c'est que c'est un moyen cross-platform d'afficher des trucs à l'écran. Et en fait il faut complètement ignorer le fonctionnement d'Unity lui-même, pour vraiment s'en servir de manière saine et efficace, on va dire. Et donc du coup ça c'était pour Unity. Et donc là maintenant, je vais parler de où j'en suis arrivé dans Rust du coup. Est-ce que j'ai des questions jusque-là ou non? Ok. Donc je vais fermer tous mes trucs Lua. Et on va se retrouver dans Rust. Alors, comme j'ai dit, mon process est bordélique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Avant de regarder du code, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Est-ce que je peux le mettre un peu mieux? Je vais le mettre en borderless, c'est peut-être un peu plus grand. Merci, clap. Et un peu plus grand. Est-ce que 700 pixels, ça rentre? Ah bon? Ah, c'est M pour mode. Ok. Donc c'est à peu près la même chose que vous avez vu tout à l'heure. Cette fois-ci, il y a beaucoup plus de particules. Donc, déjà de base gratuitement avec Rust, on a le fait que ce soit un langage qui soit compilé, donc en général un peu plus de performance qu'un truc interprété. En plus de ça, crates.io me donne des primitives super simples pour faire. Donc là, j'utilise des KD tree, donc c'est un système de hashing spatial. Ça fait que les particules n'ont pas besoin de consulter toutes les autres particules. Ils vont consulter uniquement les particules qui sont potentiellement près d'eux. Et en fait, ça utilise un arbre qui divise l'espace à chaque fois pour arriver à ça. Si vous cherchez KD tree, c'est un... Une question sur les KD tree? Non, c'est parce qu'on se demandait s'il y avait une réelle différence entre quadri et quadri. C'est à peu près la même chose. Alors les quadtries, les octries et autres dans ce sens-là, alors, par exemple les quadtries ça ne marche que en 2D. Les octries ça ne marche que en 3D. Et en fait c'est à peu près la même logique, c'est juste que le quadtrie ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite diviser en 4, puis ensuite on va diviser chaque 4 par 4 et ainsi de suite. Un des avantages du quadtrie c'est que c'est un peu plus simple à implémenter, et c'est aussi un peu plus simple à aller chercher dedans, parce qu'on sait déjà à peu près à quoi ça va ressembler. On est déjà sur du 2D par exemple. Le KD tree, ce qu'il va faire, c'est que, donc c'est K pour un nombre entier 2, un K, la constante K, et puis D, dimension. Et donc en fait, on va dire, je vais faire un KD tree en un nombre de dimensions, et en fait, quand tu vas essayer d'insérer un point,
le premier point, il va diviser sur la première dimension. Donc en fait, il va créer une coupe. Donc par exemple, ici, il va couper en deux comme ça. Et il va dire OK. Et le premier point, c'est celui qui fait la division. Donc le premier point, il va poser là, il va scinder en deux. Et voilà. Et ensuite, le deuxième point, peut-être qu'il va être là, et il va scinder ce côté-là en deux à cet endroit-là. Et ainsi de suite. Ça revient à peu près à la même chose. À la fin, c'est un moyen de diviser l'espace en des cases de plus en plus petites pour n'avoir à consulter que ce qui est à côté et pas avoir à regarder tous les objets. Oula. Ça fait du bruit. Et l'autre chose que... oui, donc KDTree, cool, ça c'est sur Craze.io, j'ai pas besoin d'implémenter ma propre version. J'ai essayé, je me suis un peu planté. Et l'autre truc, c'est Rayon. Qui est une librairie qui permet de faire du parallélisé sur des collections. Parce que maintenant, je sais ce que c'est que des collections. Je savais avec C#. Le C# a un super système de collections avec LinkU, vraiment, au poil. Et il y a un truc assez similaire. Les itérateurs dans Rust, à peu près la même chose. Et Rayon, c'est quelque chose qui permet de faire des itérateurs parallèles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux faire une opération sur une collection et que je m'en fous dans quel ordre c'est fait, je peux demander à Rayon de le faire dans un par iter, donc je peux montrer à quoi ça ressemble ça dans le code. C'est bien ce bruit. Je suis pas du tout rassuré. Ce que je fais, je vais chercher par iter. Ah non, ils sont pas ici, ils sont dans particle. Donc dans mon particle update, velocity, je vais avoir un. Tu l'as sous les yeux là. Je l'ai sous les yeux 68. 68, ouais, voilà. Donc. Je prends ça. Je prends ça. Tu peux zoomer là. Ouais. Je peux zoomer un peu plus. Oh là là. Je vais essayer. Je vais cacher le côté. On voit plus grand chose là. Donc, normalement, je sais pas si ça marche. Normalement, je pourrais faire iter. Est-ce que ça complique ça? Non, ça il va pas aimer. Ok, je sais pas. Bon. Ça compile pas pour des raisons, mais en gros, normalement, on fait ça. Donc j'ai ma collection de particules, et je fais .iter pour faire un itérateur dessus, sur lequel maintenant je peux appeler filter pour enlever les particules que je veux pas, map pour appeler une fonction dessus, et tous ces trucs-là. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne savent pas ce que c'est des collections et qui ne savent pas, qui connaissent pas cette manière de travailler? Ok, super. Et donc en fait, voilà, donc Rayon, c'est une librairie qui permet, en général, juste vraiment en drop-in de faire, en fait, je vais pas faire un iter, je vais faire un par iter. Et ça maintenant, c'est un itérateur parallèle. Rayon, il fait sa petite magie derrière, il prend mes particules et il les split sur mes différents cœurs de processeur pour qu'ils puissent appeler tous ces trucs-là chacun de leur côté. L'avantage là, du coup, c'est que je permets de saturer tous les cœurs de mon CPU sans vraiment avoir besoin de réfléchir à moi comment le trading va se faire. Je ne sais pas s'il existe des trucs comme ça dans d'autres langages. J'ai pas vu ça dans C#. Mais j'ai trouvé ça dans Rust. Et depuis, je m'en sers partout. C'est génial. C'est vraiment magique de pouvoir paralléliser des opérations comme ça, de manière aussi simple. Donc ça, c'est des trucs que l'on a un peu gratuits avec Rust, mais juste parce que ces choses-là sont implémentées. C'est possible de faire du multithreading en Lua. C'est possible d'écrire de faire ce genre de choses-là dans d'autres langages. Et Rust n'est pas le premier langage compilé, loin de là. Mais moi, dans mon infinie sagesse, quand je suis en mode code créatif, je suis pas en train de réfléchir à la propreté de mon code, je suis pas en train de réfléchir à est-ce que ça va être réutilisable plus tard ou des choses comme ça. Je suis en train de réfléchir à comment je fais pour que mes particules bougent d'une manière qui est super jolie à l'écran. Et donc du coup, c'est le boxon, hein. Soyons clairs, on n'est pas devant un exemple de code Rust à copier, à reproduire chez vous, c'est le boxon. Mais ici, il y a un petit 0 à côté de mon nombre d'erreurs, je sais que ça va compiler déjà. Ah, c'est cool. Je sais aussi que je suis pas en train d'envoyer le mauvais type de data à un autre type de data. Rust, il m'engueule, il me dit « Mais un unwrap au moins, quand je suis en train de faire n'importe quoi sur un truc qui pourrait faire des erreurs. » Du coup, il me guide à faire un petit peu mieux, même quand je suis en train de faire le boxon. Et avoir juste un tout petit peu mieux, c'est déjà infiniment mieux que le Lua qui est en train de, en mode genre « Ouais, ça a l'air pas mal. » et qui te laisse aller.
Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et donc la librairie que j'utilise pour ce projet-là, et que je me sers dans tous mes trucs un petit peu 2D en Rust, c'est GGEasy, qui est super joli, qui est super cool. GGEasy. Et eux, ils le disent sur leur site, ils sont inspirés par Love. Je suis genre, ça c'est des gens qui ont bien compris les choses. Il y a des meilleures manières, si on est intéressé par la performance, ou si on est intéressé par l'élégance de son code, de structurer ces trucs. Mais quand on est comme moi, et que un projet temps réel, qui est censé être joli à l'écran, qui s'affiche, moi ce que je vois, c'est que mon projet c'est un état, avec un update et un draw. Et GGEasy, il me donne ça. Donc voici comment fonctionne GGEasy quand on le crée. Il faut écrire ce qui s'appelle un état. Alors ça n'a pas besoin de s'appeler un état, mais ça implémente... Ça implémente quoi? Eux ils l'appellent état dans... Voilà, eux ils l'appellent état ici, mais ça a juste besoin de implémenter event handler. Et on appelle event run du contexte, j'expliquerai ce que c'est dans un moment, event loop, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est, et state, mon état. Et dans ce state, je vais pouvoir mettre tous mes trucs. Je vais pouvoir mettre mes particules, je vais pouvoir mettre mes familles, je vais pouvoir mettre mes personnages, je vais pouvoir mettre tous ces trucs-là. Et lui, ce qu'il va faire, GGEasy, il va appeler state update et il va me passer le contexte. Et le contexte, c'est tous les trucs que GGEasy me donne, comme afficher des trucs à l'écran, récupérer les clics de souris, récupérer, faire des sons, tous ces trucs-là. Ça, c'est CTX, contexte, il me le donne. Donc, ici, dans mon main, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un petit peu de boxon, mais c'est juste parce que on est de faire des choses. Petit args.parse. Ah oui, ça c'est clap. C'est super cool si vous voulez faire des trucs les options en commande, là, les petits trucs là que j'ai fait avec les .r 700, .m borderless window. Ça c'est clap, ça, c'est super cool si vous avez besoin de ça. Je charge mes ressources. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ouais, je suis en train de récupérer des trucs. Voilà, notamment la partie importante, c'est ça, c'est j'utilise le context builder qui me donne, et là-dessus, c'est là où je set mes paramètres. Est-ce qu'on est en transparent? Est-ce qu'il y a un titre? La résolution, tous ces trucs-là, hop. Et puis à la fin, event run. Et ça va permettre d'utiliser ce qui est ici. Donc je vais remonter dans Ample States, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Donc voilà, ça c'est mon état en entier. Et ça c'est le truc que Rust m'a appris, particulièrement, en tout cas que GGEasy m'a obligé à faire, parce que Rust, c'est pas un langage où on peut juste mettre des trucs en global facilement, et juste dire « Ah, je vais récupérer mon singleton de particules, et puis juste appeler fonction update sur toutes mes particules. » Rust a un modèle de mémoire qui oblige à être un petit peu plus rigoureux, et donc tout mettre dans un struct state, ça permet de facilement faire ces choses-là. Là-dedans, j'ai tout. Donc j'ai les arguments de lancer des trucs, time step, time, overflow, ça c'est des trucs pour gérer l'avancée du temps. J'ai ma collection de famille, j'ai ma collection de particules, j'ai mon générateur aléatoire pour faire des trucs aléatoires, counts, je m'en rappelle pas ce que c'est, mais je l'ai. Blob instance array, line instance array, ça c'est une petite optimisation pour l'affichage. C'est-à-dire que quand pour afficher toutes les particules, plutôt que de dire dessine-moi un cercle là, dessine-moi un cercle là, dessine-moi un cercle là, je lui dis voici plein de positions, dessine-moi des cercles à toutes ces positions. Donc ça c'est les instance array. Line c'est un petit trick que j'ai en plus quand il y a des blocs qui sont proches les uns des autres, il y a une petite ligne qui se dessine entre les deux. Elle se voit pas très bien si je n'insiste pas, mais ça donne plus l'impression que les trucs sont paquets. Et le substrate, ça c'est un petit truc qui permet de faire en sorte que en fait, mes particules, là, je suis allé très loin dans ce truc-là. Les particules, elles chauffent le sol qui sont sous elles. Et quand elles sont chauffées, du coup, elles ont un comportement qui est différent et ça fait qu'il y a un peu de la localité. Je parlerai un peu de tous ces trucs-là un peu plus tard, sur ma manière de travailler quand je fais du projet créatif. Mais en tout cas, voilà, ça c'est tout l'état. Ça c'est tout le projet, il est tout là. J'ai pas un objet ailleurs que je connais pas, que je me rappelle pas ce qu'il fait, en train d'appeler une fonction sur mes particules ou des trucs comme ça. J'ai pas de ces trucs-là, j'ai pas besoin de me rappeler de tout ça. Tout est là. Si c'est pas dans state, ça n'existe pas. Ça c'est tout. Et ça c'est vraiment super intéressant parce que ça fait que on est vachement plus explicite sur l'état. Donc ce que je disais tout à l'heure, donc Unity fait une obfuscation de l'état. Non, il y a pas vraiment de l'état. T'as ici t'as ta scène graph et là t'as tes objets, tes machins, des trucs comme ça. Et puis après il donne des fonctions pour gérer tout ça. Love 2D, je pourrais faire ça en Love 2D. Hein.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je devais faire du Love 2D un peu plus proprement, je ferais ça. Je mettrais tout dans un seul gros objet. Comme ça, je sais où ils sont tous. Et GG Easy, peut-être à cause de Rust, peut-être grâce à Rust, il t'oblige à le faire, et du coup, il était vachement plus explicite sur le fait que ton jeu, c'est un état avec un update et un draw. Et donc, ici, j'ai mon new, je crée mon état. Rien d'intéressant là. J'ai un petit initialize parce que oui, ouais, j'ai fait comme ça, j'aurais pu les mettre là-dedans, je pense, mais bon. Ah non, oui, c'est parce que comme ça, je peux faire un petit... J'ai changé quelque chose. Temps de compilation de combien? 2 secondes? Je crois que je suis à 4 secondes là avec ça. Pariteur. Comment? Pariteur. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, j'ai enlevé les commentaires en plus. J'ai enlevé un truc qui était commenté. La raison pour laquelle j'ai ce initialize, ça me permet d'appuyer sur la barre espace et de changer ce que j'ai. Et je peux appuyer sur R pour avoir la même simulation plusieurs fois. Donc s'il y a une simulation qui me plaisait bien, comme ça me permet de faire des vidéos. Si j'avance comme ça, jusqu'à ce que j'ai une simulation qui me plaît, je fais genre, ok, je vais filmer celle-là, j'appuie sur R et je filme. Mes différentes fonctions, pour initialiser les différents trucs. On va pas aller dedans parce que, encore une fois, c'est pas du beau. J'initialise plein de trucs. Je suis en train de créer plein de valeurs. Il y a des valeurs magiques dans le code et des trucs comme ça. Idéalement, ça, ce serait dans un fichier de configuration séparément ou passer en paramètre. Mais ici, c'est pas ce qu'on est en train de faire. J'ai mes différents initialize, randomize, mes initialize, substrates, et voilà. Maintenant, il y a la partie importante, la partie GG Easy. On implémente Event Handler, et ça, c'est comment GG Easy a envie qu'on fonctionne. On implémente ce Event Handler pour notre état, et lui, maintenant, va faire toutes les choses. Donc, j'ai ce key down event, donc chaque fois qu'on appuie sur une touche, et d'ailleurs, voilà, j'appuyais sur la barre espace, hop, je faisais un reset de ma seed, et je réinitialisais tout. Sinon, si je faisais répéter, je faisais juste initialiser, mais la seed restait la même. Je peux aussi randomiser uniquement les familles. Donc, pendant la simulation, si je veux, les choses qui sont en train de se passer, puis j'appuie sur F, et maintenant, c'est des familles différentes, donc ils font autre chose. J'appuie sur F, je peux faire autre chose. Hop. Et voilà. Et on a notre fameux update. Le update, est-ce qu'il est long? Je m'en rappelle plus. Regardez. Ouais, il est un peu long, il est un peu dégueu. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dedans? Du coup, j'ai encore ce truc-là de vouloir fixer les time steps. Dès qu'on a des simulations physiques où on a besoin que ce soit reproduisible, il faut utiliser un time step physique qui est fixe. C'est-à-dire que plutôt que de dire je vais updater donc j'y reviendrai plus tard si c'est intéressant. Mais le temps, c'est un truc qui est bizarre. L'intégration dans le temps, il y a des trucs bizarres qui se passent. On peut parler de ça si vous voulez. Mais en gros, j'ai juste un truc qui permet de gérer le fait que le framerate, il est bizarre des fois, et je veux que les choses fonctionnent correctement quand même. Et du coup, ce que je me retrouve à faire, c'est mon update qui est ici. Là, c'est la partie qui est intéressante. Donc, du coup, je me retrouve quand même à faire pour toutes les particules, je fais un update. J'aurais pu mettre ça directement dans particules, j'aurais pu le mettre dedans. Mais du coup, ce que je fais, c'est je clone mes particules. C'est peut-être dégueulasse. Ça. Les gens qui ont fait beaucoup de Rust, je sais pas si on peut faire mieux. Mais ce que je fais, c'est que je prends mes particules, je les clone, je fais mon paralléliteur, et là, je map update velocity, et il me semble que je passe l'état à update. Donc, les particules, quand elles sont updatées, on leur donne l'état. Parce que c'est en lisant cet état qu'elles vont être capables de savoir où sont les autres particules et réagir en fonction de ça. Et elles ont l'arbre aussi, voilà, c'est ça. Elles vont utiliser l'arbre qui est généré ici. Donc ça, c'est le cas des tri. Elles vont utiliser cet arbre pour ne consulter que les particules qui sont proches d'elles, plutôt que de consulter toutes les autres particules. Et puis ensuite, même chose, je fais un update de position. Cette fois-ci, pas besoin de passer l'état. Ou je le passe quand même? Ah si, je passe quand même l'état. Je m'en rappelle pas pourquoi. C'est certainement une très bonne raison. Mais voilà, j'update ma position. Et puis ensuite, je collecte. Donc maintenant, j'ai la nouvelle version de mes particules. Il y a ce truc sur le substrat. Je disais qu'à chauffer le substrat, ça c'était ça. Et je floute le substrat. Ça, je pense que je voulais le mettre dans autre chose avant. C'est un peu bizarre que je l'ai laissé là.
mais justement c'est bien la preuve que j'ai juste codé parce que j'avais besoin de coder. Je voulais rajouter le truc, je l'ai rajouté. Et puis même chose pour le draw. Le draw il est un peu plus simple, normalement. Non. Ah oui, non, le draw. Ah oui, j'ai pas mis le draw dans particules. Justement, là, j'ai fait à l'ancienne. J'ai tout dessiné dans le draw. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, j'ai mon particule iter. Je peux pas faire un par iter ici, parce que, on est obligé d'agir sur le contexte. Et le contexte, il peut pas être, comment ça s'appelle l'objet qui peut être splitté sur différents threads, accédé par différents threads en Rust, il y a un nom pour ça. C'est ça, voilà. Et contexte ne peut pas être sync. Donc du coup, je peux pas le faire. Et comme à la fin, j'ai besoin de faire à la fin. Voilà, à la fin, il y a un canvas draw. Ah non, c'est les instance array. Voilà, c'est ça. Ils sont pas sync. Et j'ai besoin de pusher dans l'instance array. En gros, tout ça, ça existe uniquement pour à la fin faire ce instance array. On voit toutes mes différentes expériences qui sont commentées, des choses comme ça. Mais en gros, ce que je suis en train de faire là, c'est juste toutes les particules, je suis en train de décider de quelle couleur elles vont être, si elles sont floutées ou pas, rajouter leurs lignes si elles en ont, et je dessine tout ça à l'écran. Et puis, à la fin, on dessine ça à l'écran. Et donc, ça donne ce qu'on avait tout à l'heure. Toutes ces particules qui sont en train d'être updatées, et puis sont en train d'être dessinées. Donc, je suis en train de dire que Rust permet de faire des trucs un peu plus propres. Visiblement, j'ai fait plus dégueulasse que je pensais. Ce soir, je vais en honte et je vais extraire ça et je vais mettre ça dans particule.draw ou un truc comme ça. Mais voilà, donc ça c'est grâce à Rust, je peux faire ce genre de truc avec un peu plus de confiance. Et le gros coup que j'ai, c'est juste ce petit temps de compilation en plus. Si je vais juste rajouter un petit, je sais pas qu'il recompile. On a pour combien de temps là? 5,33 secondes. C'était plus rapide chez moi. Ah oui, parce qu'il est en train d'enregistrer la vidéo aussi, donc il y a peut-être ça qui prend du CPU. Le petit tricks que j'ai pour ça, c'est peut-être pas un tricks de ouf. Je désactive. Alors je fais un release parce que si on fait en mode debug, ce truc-là, ça rame parce que c'est du temps réel. Si on fait du temps réel en debug, ça rame. Malheureusement, ça veut dire que quand j'ai des problèmes et que j'ai besoin du mode debug, à ce moment-là, je compile en debug, je teste comme ça, puis je recompile en release pour vraiment avoir. Je suis obligé de travailler en release. On peut pas faire un jeu en mode debug, ça n'existe pas. Malheureusement, il y a des petits tricks qu'on peut utiliser, mais voilà. Profile release, j'enlève le link time optimisation. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il y avait quelqu'un sur Reddit qui disait que ce serait plus rapide et c'est vrai, c'est plus rapide. Et puis ici, j'ai mis le niveau d'optimisation à 1. C'est un tout petit peu plus rapide. Pas beaucoup, c'est un tout petit peu plus rapide. C'est un peu un défaut de devoir se prendre la tête avec des temps de compilation. Ouais, c'est là où j'étais. Et là, c'est le moment où je suis en train de me demander si je suis en train de faire des excuses pour Rust, parce que j'aime vraiment Rust. Je me régale à avoir un langage qui m'engueule, plutôt que me laisser faire des conneries. La métaphore que j'avais utilisée, c'est un peu la scène dans un film d'arts martiaux, où il y a le maître qui arrête pas de faire des croche-pattes à l'élève, le fait s'éclater la gueule par terre, et puis l'élève il essaie de mettre un coup de poing, et puis hop, il tord le bras, il fait tomber, il arrête pas de faire ça, et puis au moment où l'élève arrive à mettre le coup de poing, il a genre, ça y est, tu as compris. Et le compilateur c'est pareil, le compilateur il est en mode genre, t'as pas pensé à faire ça, mets un unwrap. Non, tu l'as pas beau. Et puis une fois que tu l'as écrit, t'es en mode genre, ouais non mais t'avais raison, c'est vrai que c'est mieux. Et donc ça c'est le bon truc, donc j'aime beaucoup tout ça. Je fais des excuses pour Rust. J'ai l'impression que ce petit temps de compilation fait que je travaille de manière un peu plus délibérée. C'est-à-dire que plutôt que coder, envoyer, je suis obligé de m'arrêter parce que je sais qu'il va y avoir ce petit temps de compilation et voir si j'ai oublié qu'il y a ce temps de compilation, pendant ces 5 secondes, je suis en mode genre, non mais oui, il faut que je pense à faire l'autre truc et ça me ralentit juste assez pour avoir le temps de réfléchir un petit peu plutôt que de juste taper sur le clavier, aller dans la commande et relancer le jeu. Mais est-ce que je suis en train de trouver des excuses pour Rust? Je sais pas. Et en vrai, si on était capable de réduire les temps de compilation à 0, je pense que je préférerais parce que... Mais bon, il y a peut-être un petit avantage là-dessus. Ça, c'est à peu près tout ce que je vais avoir sur le côté technique. Si vous avez des questions, ou si vous avez des remarques, sur le côté technique, je vais les prendre maintenant.
Et après, on va passer sur un truc un peu plus philosophique, un peu plus bizarre.